Hello, bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouveau podcast. Dans cet épisode, on va parler d'une de mes obsessions depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Il s'agit de la détective Alice Roy. Cet épisode peut vous intéresser si vous connaissez Alice Roy, ou Alice Roy si vous le prononcez comme ça, si vous connaissez Nancy Drew, si vous vous intéressez à la littérature jeunesse, ou si vous vous intéressez à la traduction. Si vous avez ou aviez beaucoup de vieux livres bibliothèque verte chez vous, vous connaissez peut-être la détective Alice Roy ou Alice Roy. Si vous consommez beaucoup de séries ou de films américains, vous connaissez peut-être la plus célèbre détective Nancy Drew. Et si par hasard vous connaissez les deux, est-ce que vous saviez qu'il s'agissait en fait d'un seul et même personnage ? Dans cet épisode, je vais explorer la place d'Alice Roy dans ma vie, c'est-à-dire pourquoi je fais ce podcast, la place d'Alice Roy en France, la place de Nancy Drew aux États-Unis, et surtout j'expliquerai pourquoi et comment derrière ces deux noms complètement différents se cache en fait une seule et même personne. On va commencer par du contexte. Je vais d'abord vous présenter le personnage d'Alice Roy si vous ne la connaissez pas ou que vous la connaissiez et vous avez oublié qui elle était. Et pour ça, je vais citer un article qui date de 2015 du blog Vivre Livre 19. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça dit, Alice Roy est née Nancy Drew en 1930 aux États-Unis. C'est une jolie jeune fille blonde de 16 à 18 ans selon les tomes, qui a perdu sa mère lorsqu'elle en avait 3 ou 10 selon les tomes, et dont le père est un avocat ou avoué selon les tomes, réputé. Ils habitent dans la riche banlieue de River City et Alice est élevée à l'abri du besoin par sa gouvernante Sarah Bernie. Débrouillarde, intelligente, cultivée, Alice aime résoudre des enquêtes pour le plaisir, pour aider son père, pour aider des amis, toujours accompagnée de ses deux fidèles amies, Bess Taylor et Marion Webb, deux cousines germaines. La première est aussi craintive et ronde que la seconde est sportive et téméraire. On retrouve aussi souvent le personnage de Ned Nickerson, étudiant, et son chevalier servant. Alice plaît immédiatement aux jeunes filles à qui ses aventures sont destinées, car elle comble à la fois un vide et une attente. C'est une héroïne exempte de défauts qui sont reportés sur ses amis, et très éloignée des clichés servis dans les romans d'alors. Alice a tout pour elle. En plus des qualités déjà citées, elle est polie, elle connaît toutes les bonnes manières, mais surtout, elle est moderne. Elle n'a pas de soucis d'argent ni de relations, et elle conduit sa propre voiture, ce qui la rend très indépendante. Dans les illustrations de couverture, Alice est aisément reconnaissable, mais toujours sensiblement différente. Alice sait évoluer avec son temps et coller à la mode. Son physique change un peu avec des traits plus ou moins juvéniles et une blondeur qui oscille entre différentes nuances. Sa coiffure suit également les effets de mode, tout comme ses tenues vestimentaires. Son regard est toujours mystérieux, intense et en pleine réflexion, mais rarement surpris ou dirigé dans notre direction. Et alors, qui est Alice Roy pour moi ? Moi, j'ai rencontré Alice à l'âge de 7 ans, quand j'ai perdu une dent et que la petite souris m'a déposé 2 livres sous l'oreiller. Oui, elle est très costaud par chez moi, surtout qu'elle a dû monter 2 étages avec son paquetage. Moi, j'adore le policier, le mystérieux, les enquêtes, que ce soit sous forme de livres, de films, surtout les huis clos, de jeux de société ou de jeux vidéo. Mais je suis aussi une flippette, et quand la nuit tombe, je ne peux plus consommer ce genre de médias. J'ai accroché avec Alice, et depuis, j'ai chiné par-ci par-là des numéros en brocante ou chez Gilbert Joseph, jusqu'à chasser les titres les plus rares sur internet pour finir ma collection l'an dernier. J'ai aussi un tatouage sur la cheville dédié à Alice et ses amis. C'est un flash, donc j'ai choisi le dessin sur catalogue si on peut dire, il n'a pas été dessiné pour moi, mais quand je l'ai vu, j'ai choisi de l'adopter car il me rappelait Alice, Bess et Marion sur les illustrations des livres. Obsessionnel, c'est le thème du podcast. Quant à Nancy Drew, la première fois que je me souviens d'avoir entendu parler d'elle, c'était dans la série Sense8, quand les personnages d'Amanita et Nomi s'introduisent quelque part de nuit et Amanita se compare à Nancy Drew. C'est bien après que j'ai su que son héroïne et la mienne étaient en fait la même. Mais donc, il y aurait des titres rares ? La série des Alice est parue pour la première fois dans les années 30 aux États-Unis et en 1955 en France dans la collection Bibliothèque verte. Extrêmement populaire dans son pays d'origine, l'héroïne n'est que peu connue en France. En plus de ça, après la fin de la série originale en 2023, les nouveaux médias de la franchise, si on peut appeler ça une franchise, qui ont été importés en France ont repris le nom de Nancy Drew. Il existe donc une fracture entre les premiers livres et les médias plus récents. Et les uns ne peuvent pas profiter de la notoriété des autres. En France, il existe de nombreuses éditions différentes des livres Alice Détective. Certains sont encore édités actuellement en version simplifiée dans la Bibliothèque Rose, collection qui s'adresse à un public plus jeune que la Bibliothèque Verte, mais d'autres n'ont jamais été réédités depuis leur première sortie, ce qui fait que la plupart des aventures d'Alice se trouvent pour 90 centimes à 2 € en brocante, ceux qui sont un peu plus rares autour de 20, même 40 €, mais le plus rare de tous se trouve à seulement quelques exemplaires sur internet, à partir de 90 €. Quand je le recherchais, on m'a proposé de me donner, voire de me vendre le PDF du texte. À une période, il y avait un seul vendeur qui le proposait au prix de 90 €, mais avec la couverture arrachée. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de lire l'histoire, mais bien d'avoir ma collection complète. Et à ce prix-là, elle avait intérêt à avoir toutes les couvertures. Et j'ai fini par trouver le Saint Graal, ce dernier tome, et je me suis fait le cadeau de terminer ma collection l'année dernière. J'aimerais bien savoir combien de personnes en France possèdent ce tome, et combien de personnes ont la collection complète. Et combien ça vaut, la collection complète ?
Vous croyez que je vais me faire cambrioler après ça? Enfin bref, parlons maintenant de la place de Nancy Drew aux États-Unis. J'évoquais plutôt différents médias. Parce qu'il y a beaucoup de médias autour de Nancy Drew? En effet, Nancy Drew est très populaire aux États-Unis. Elle est devenue ce qu'on appelle un household name, un nom que tout le monde connaît, comme Harry Potter par exemple. Harry Potter, J.K. Rowling, je reviens pas dessus, on finance plus. Mais comme ça, vous avez compris la comparaison et la notoriété de Nancy Drew. La série de livres originale a donc commencé dans les années 30 pour se terminer en 2023. Et le média le plus récent est la série sortie en 2019 sur la chaîne américaine CW et qui, après recherche, est disponible en France sur M6+ et Prime Video si ça vous intéresse. J'avais regardé quelques épisodes quand c'est sorti, mais j'avais pas accroché. Il existe aussi d'autres séries de livres, des films et même des jeux vidéo. Autour du phénomène Alice, ou plutôt Nancy, de nombreuses conventions sont régulièrement organisées aux États-Unis, ainsi que des publications de livres, de journaux ou de thèses. Toutes démontrent l'influence de l'héroïne sur les jeunes filles à qui elle sert de modèle. Pour en revenir à la série de livres originale, j'ai dit qu'elle avait duré des années 30 à 2023. Comment une autrice a-t-elle pu écrire aussi longtemps? C'est aussi une des particularités de la série. L'autrice Caroline Keene n'existe en fait pas. Et de nombreuses personnes différentes ont écrit une ou plusieurs aventures d'Alice. Pour vous parler de ça, je cite de nouveau le blog Vivre Livre 19. Caroline Keene est un nom de plume endossé par plusieurs écrivains, surtout des écrivaines, de la compagnie Stratemeyer Syndicate. C'est son patron, Edward Stratemeyer, lui-même écrivain pour la jeunesse, qui a inventé le personnage d'Alice et donné quelques directives quant aux éléments des intrigues. Ce concept, regroupant tout un collectif d'écrivains et d'écrivaines, était en fait tout à fait inédit et innovant au début du XXe siècle. Les 28 premiers romans ont ainsi été écrits par Mildred Wirth Benson, puis par la fille d'Edward Stratemeyer, Harriet Adams, qui a succédé à son père. 9 autres personnes ont ensuite écrit les aventures d'Alice, tout en veillant à toujours les contextualiser pour que la jeunesse de l'époque puisse s'y identifier. Conquête spatiale, guerre froide, télévision, internet, tous ces sujets y sont ainsi abordés. J'ai pas encore lu tous les livres personnellement, mais il faut savoir que dans les premiers tomes, les maisons n'ont pas d'électricité. Et dans un des derniers, il est question de mail. Alice, donne-nous ton secret de jeunesse! Maintenant que vous connaissez tout ce contexte, découvrons ensemble pourquoi Nancy Drew est devenue Alice Roy en France. Je vous le disais, cet épisode est peut-être pour vous si vous vous intéressez à la traduction. Je vais maintenant reprendre une partie de mon mémoire de fin d'études. Un dernier bout de contexte, j'ai fait un master original qui se décrit comme suit. Communication web multilingue avec au programme marketing digital, référencement web, développement web, communication digitale, web design et animation de site web, traduction et localisation. Au départ, je voulais faire du sous-titrage ou de la traduction de jeux vidéo. Et même si je travaille aujourd'hui dans la com, le sujet m'intéresse toujours beaucoup et c'est pour ça que c'était le sujet de mon mémoire. Je ferai peut-être un épisode sur le sujet exact et complet de mon sujet de mémoire, mais pour l'instant, on va se concentrer sur Alice et Nancy. Vous avez sûrement déjà observé que bien souvent, les titres de films et de jeux vidéo commercialisés en France ont chez nous un titre différent de l'original américain, mais qui reste pourtant en anglais. Alors pourquoi traduire les titres d'œuvres pour finalement garder la langue originale qui n'est pas la nôtre? Par exemple, vous connaissez probablement le film The Hangover sous le titre Very Bad Trip. Ou vous savez peut-être que le premier des 3 films Pitch Perfect s'appelait The Hit Girls en France. Ou on peut encore citer le jeu vidéo Animal Crossing City Folk qui est devenu Animal Crossing Let's Go to the City en France. D'un côté, les personnes qui maîtrisent l'anglais préféreraient peut-être que le titre original soit conservé. D'un autre côté, les personnes qui ne parlent pas anglais préféreraient un titre français. Il n'est pas possible de satisfaire tout le monde, et il semble qu'au final, personne ne soit satisfait. De mon point de vue, il s'agit pourtant bien de faire un compromis et de trouver un juste milieu. Lorsque le titre d'un film est adapté, le traducteur essaie de refléter au mieux la signification du film pour le marché cible. En conservant la langue anglaise, le traducteur prend la décision de garder l'esprit de l'œuvre étrangère. Le spectateur français sait d'emblée qu'il va voir un film américain ou en tout cas anglophone. Cependant, les mots compliqués et les jeux de mots difficiles à retranscrire ou à expliquer sont retirés pour en faire un titre plus accessible au public français qui n'a peut-être que des bases de la langue anglaise. Pour en revenir à nos exemples, combien de Français connaissent le mot hangover, qui veut dire gueule de bois? En revanche, very et bad sont assez largement connus, et l'expression faire un bad trip est même employée par les jeunes Français. Very bad trip est donc bien plus facilement compréhensible que the hangover. En France, un pitch évoque plutôt une brioche fourrée au chocolat qu'un mot lié à la musique. Mais un hit, c'est quelque chose de connu, et tout le monde sait ce que c'est qu'une girl. On a donc pensé que The Hit Girls serait plus parlant que Pitch Perfect. Enfin, pour un Français, la folk est un genre de musique et non pas une façon de dire les gens. A contrario, l'expression let's go est largement utilisée. Quand on dit Animal Crossing Let's Go to the City, on sait où on va, alors que quand on dit Animal Crossing City Folk, ce n'est pas très clair. On retrouve donc, avec le cas Alice Roy Nancy Drew, un phénomène de simplification très intéressant. Alors, traduire un texte d'accord, mais pourquoi traduire des noms de personnages qui n'ont pas de signification outre son identification? Comme nous le savons, la série des Alice est parue pour la première fois dans les années 30 aux États-Unis et en 1955 en France.
À cette époque, les cours d'anglais n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et peu de Français maîtrisaient la langue de Shakespeare. La série des Alice Détective s'adresse aussi à un jeune public, et il doit être facile pour les enfants d'identifier l'héroïne et son univers. Si bien que, lorsque Hachette décide de traduire et publier cette série de livres, il décide de tout changer. Au-delà du vocabulaire anglais, certaines sonorités de la langue sont difficiles à prononcer pour un Français. Le nom de famille Drew est jugé compliqué à lire, compliqué à retenir, et selon la maison d'édition, il ressemble trop au mot « trou ». Pour ce qui est du prénom de l'héroïne, il semblait malvenu de l'affubler du nom d'une grande ville française. Les traducteurs et traductrices optent alors pour Alice Roy, un nom que nous pouvons aussi bien trouver en France qu'aux États-Unis, suffisamment américain pour plonger les Français dans l'univers, et suffisamment français pour être prononcé et retenu correctement chez nous. De la même façon, la ville dans laquelle vit Alice passe de River Heights, Heights étant une particule que nous retrouvons souvent dans les noms de quartiers américains, à River City, City étant bien plus évocateur pour un Français. George Fane et Bess Marvin, les deux meilleures amies de Nancy Drew, deviennent Marion Webb et Bess Taylor aux côtés d'Alice. On peut noter que Marion, personnage aux cheveux courts généralement décrite comme plus masculine que ses amies, ou moins féminine, faut pas pousser non plus, s'appelle Georgia et se fait surnommer George en anglais. Cette androgynie est complètement gommée dans la traduction française. En français, elle est généralement décrite comme athlétique, mais toujours séduisante. Ça m'intéresserait de savoir si ces qualificatifs sont moins féminins dans les livres américains. Pour en revenir à la traduction, de telles modifications sont typiques de l'époque et d'autres livres jeunesse américains parus en France dans les bibliothèques vertes et roses comme le Club des 5 ont également subi des adaptations similaires. Pour ce qui est des titres des livres de la série Alice Détective, on observe des choix de traduction différents de ceux vus plus tôt pour les films d'aujourd'hui. Ici, tous les titres ont été traduits en français. Mais là où les titres américains font référence à l'intrigue, les titres français ont tendance à faire référence au lieu où elle se déroule. Ainsi, The Message in the Hollow Oak, littéralement « le message dans le chêne creux », devient Alice au Canada. Ou encore, The Clue of the Whistling Bagpipes, littéralement « l'énigme des cornemuses qui sifflent », devient Alice en Écosse. La méthode utilisée est différente. D'une part parce que l'époque est différente, et que les lecteurs et lectrices originaux des Alice Détectives étaient probablement moins nombreux à parler anglais que le public des films récents, et d'autre part, parce qu'il est commun d'avoir des titres de films en anglais en France, mais que cela ne se fait pas du tout pour les livres. Cependant, l'idée est la même. Changer le message du titre pour le rendre plus accessible au public français, tout en lui faisant comprendre quelle est la langue et la culture d'origine. Rassemblant le fait que le nom de l'autrice est un nom fictif, et le fait que tous les noms sont traduits dans la série de livres, le nom de l'autrice lui aussi a été traduit. Et là, je vais vous mettre les noms en sous-titres, ce sera beaucoup plus clair. En anglais, l'autrice de Nancy Drew s'appelle Caroline Keene. Et en français, l'autrice des Alice Détectives s'appelle Caroline Keene. Ce qui rend encore plus compliqué de faire le lien entre les livres américains et les livres français. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je prononçais Caroline Quinn. Sachant que les livres étaient américains, je pensais qu'il fallait le prononcer comme ça. Et c'est quand j'ai su que le nom original était Caroline Keene que j'ai compris qu'on était censé prononcer Caroline Keene en français. Quand Nancy Drew est exportée en France, ce n'est pas seulement les textes et les noms qui sont changés, mais aussi les illustrations des livres. L'apparence d'Alice est ainsi un peu différente de l'apparence de Nancy pour correspondre aux attentes du public français. Aux États-Unis, le look du personnage d'Alice ne change pas tellement au fil des rééditions. Là-bas, elle conserve son style rétro à travers les décennies et les générations, et est souvent représentée en pleine action. La stratégie américaine est d'en faire une icône, un symbole dont le style reste facilement identifiable et qui est souvent montré en action. Son côté téméraire fait partie intégrante de l'identité du personnage. En France, en revanche, son apparence évolue, comme évoqué plus tôt. Sa couleur de cheveux, ses coiffures, ses tenues et son air plus ou moins mature, tout est adapté pour coller aux idéaux de beauté de chaque décennie et plaire aux jeunes filles de chaque génération. En fin de compte, quand Nancy Drew s'exporte en France, on n'est pas sur une simple traduction de livre. Avec Alice, on est presque sur la création d'une nouvelle héroïne française à part entière. Et plus que de la traduction, on est sur une stratégie marketing poussée. C'est tout sur le sujet. Si vous avez écouté ce podcast parce que vous êtes un de mes proches, merci et bravo d'être resté si longtemps. Si vous avez écouté ce podcast parce que vous connaissiez Alice Roy ou Nancy Drew ou les deux, j'espère que vous avez été aussi mind-blown que moi quand j'ai découvert tout ça. Et si vous avez écouté ce podcast parce que vous vous intéressez à la traduction ou à la littérature jeunesse, j'espère que cette particularité de son époque vous aura intéressé autant que moi. À bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle obsession.